Ok, donc bonjour à tous. On va se présenter très rapidement. Guillaume Neveu, je suis directeur d'Aikiren Consult. Aikiren Consult, en quelques mots, hein, on est une trentaine de personnes. On travaille de manière générale au-delà du carbone sur l'ensemble des thématiques environnementales. Et en ce qui concerne le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les investissements, on a maintenant depuis 2 ans développé une activité dans ce domaine-là, qui consiste en gros à développer des méthodologies d'évaluation pour les investisseurs, à faire des calculs économiques sur tout ce qui est externalité environnementale et aider ces investisseurs ou ces sociétés de gestion à intégrer des critères environnementaux dans leur stratégie d'investissement. Ce sujet qui était un peu nouveau pour nous il y a 2 ans, du coup on a souhaité s'associer avec un professionnel du secteur financier, avec Emmanuel d'Equifinance, et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui à co-présenter avec moi. Donc je vais le laisser se présenter rapidement. Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc je suis Emmanuel Delaville de Etifinance. Etifinance est une agence qui fait de l'évaluation et du conseil en matière extra-financière. C'est-à-dire dans extra-financier, on entend le risque environnemental, social et gouvernance, donc le fameux acronyme qu'on retrouve dans la finance aujourd'hui, qui est le risque E, S et G. Et ce matin, je suis heureux de m'associer à Aiker et la PCC pour parler plus particulièrement de ce que les investisseurs institutionnels vont devoir mettre en œuvre dans les prochains mois et années pour répondre aux enjeux climat. Voilà. Merci Emmanuel. Du coup, alors on en est au début. Je te laisse la main pour commencer. Oui, alors ce premier slide vous montre qu'en fait tout ce qui est enjeux climat, enjeux je dirais environnementaux, est quand même assez nouveau. Enfin, il y a un emballement depuis quelques années sur le nombre d'initiatives au niveau des grands argentiers planétaires, pour se dire il y a un risque. C'était quelque chose qui était auparavant, je dirais il y a 20-30 ans, un sujet qui relevait plutôt des ONG et des États. Et puis on a vu avec, vous voyez dans le CDP, Carbon Disclosure Project, la première je dirais, initiative mondiale connue des investisseurs, où on a commencé à remonter de l'information et dire il y a un risque là-dessus. Et puis vous avez les PRI en haut avec un grand nombre de signataires hein, vous voyez qu'on est à plus de 1000 signataires, c'est-à-dire ce sont des investisseurs institutionnels. Alors juste pour qu'on se mette d'accord en ce début de conf sur la terminologie, quand je dirais investisseurs institutionnels, je parle de asset owner, c'est-à-dire des détenteurs d'actifs. Pour faire simple, ce sont des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, voilà. Et c'est différent des sociétés de gestion qui sont des asset managers. Donc voilà, dans la chaîne de valeur, dans la finance, il y a les asset owners et les asset managers. Voilà, et les PRI, ce sont donc des signataires, donc des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels qui ont dit oui, les enjeux ESG, donc le risque environnemental, social et gouvernance est un enjeu, et je le prendrai en compte systématiquement avant d'investir. Donc ça, c'était une big news. Là, on est exactement en 2006. Et puis, vous voyez le graphe à droite montre là une accélération du nombre d'initiatives de ces investisseurs institutionnels qui disent aujourd'hui, ignorer ce risque-là est un risque de responsabilité. Hein. On est dans la responsabilité fiduciaire de l'institutionnel qui est de protéger le capital. On ne peut plus ignorer ce risque-là. Voilà ce que vous dit cela avec notamment alors il y a peu de signataires, mais le Montréal Pledge pour moi qui est le plus engageant, donc qui sont les institutionnels qui ont dit qu'ils allaient prendre ce risque climat et rendre des comptes dès cette année d'ailleurs. Donc ils sont une vingtaine de très gros investisseurs avec des encours sous gestion importants. Voilà. Voilà, donc merci pour ce récapitulatif. Ça enchaîne bien avec ça, c'est-à-dire que aujourd'hui en 2015, on a l'impression 2015-2016 qu'il y a un changement de braquet. Enfin, c'est ce que tu montres un petit peu. Et aujourd'hui, ce que les investisseurs citent beaucoup, c'est le discours de McCartney, qui est gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui, je dirais, pour moi, est un peu, et c'est amusant que ce soit aussi un anglais, parce qu'on avait le rapport Stern en 2008-2009,
qui a acté une prise de conscience au niveau des États que le changement climatique, c'était un sujet important pour les États. Et je dirais aujourd'hui, on a une même résonance avec ce discours et cette prise de position de Marc Carney, avec son discours en septembre 2015, où clairement il dit c'est un sujet pour la stabilité financière. Il dit c'est un problème pour les économies, et moi, c'est de ma responsabilité de m'en occuper. Donc ça, c'est au niveau anglais, et de manière plus générale, au niveau international, on est dans le même domaine. Le Financial Stability Board a lancé un groupe de travail, une task force début 2016, donc c'est très récent, pour se dire, définir une sorte de cadre commun pour dire comment les investisseurs vont devoir traiter ce problème de risque systémique pour le système financier mondial. Donc voilà, c'est ce changement qui aujourd'hui est d'ailleurs un peu aussi la raison pour laquelle il y a un emballement à ce niveau-là. Alors, si on passe sur les initiatives du coup à la fois en France et dans le monde sur le sujet, elles sont de plusieurs types, c'est pas du tout exhaustive, mais c'est pour en citer quelques-unes. On va zoomer par la suite sur l'article 173. Qui s'applique de manière du coup réglementaire pour la France, et il y a d'autres pays qui pensent aussi à mettre des réglementations, mais globalement c'est quand même une tradition, je dirais, française de passer par la loi pour ça. Dans le système anglo-saxon, on est quand même plus dans des dynamiques, je dirais, d'émulation et de benchmarking entre acteurs. Donc ça, c'est pour la réglementation, on va y revenir largement. Je voudrais parler aussi des labels pour les fonds d'investissement, qui sont aussi des initiatives parallèles qui ont été co-menées par Bercy et par le ministère de l'écologie, avec des labels réglementaires. Il y avait des labels volontaires, maintenant il y a des labels réglementaires. Donc le premier, c'est le label ISR. On ne va pas s'étendre aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sujet, mais il y avait un label volontaire ISR qui était lancé par Novetic. Aujourd'hui, il y a maintenant un label réglementaire qui va remplacer ce label volontaire, donc il y a un renforcement là aussi du sujet. On verra que c'est lié avec l'article 173, puisque dans l'article 173 aussi, on ouvre la porte à l'utilisation des labels pour démontrer justement la volonté et l'engagement des investisseurs. Et il y a un label qui est, je dirais, un peu plus environnemental, et ce qui nous concerne plus à l'APCC, qui est label pour la transition écologique et environnementale, où en fait c'est un label réglementaire pour les fonds qui vise à évaluer la contribution des activités investies à la transition écologique et énergétique. Donc l'idée c'est, on y reviendra aussi par la suite, de dire quelle part de mes investissements contribue à la transition écologique et énergétique. Donc ça c'est assez important aussi en termes de principe. Après, en bas à gauche, il y a tout un tas de projets de recherche et d'initiatives du coup qui est créé par cette demande, parce que voilà, pendant un certain nombre d'années la demande était plutôt pauvre sur ce sujet. On voit que la demande s'accélère et du coup, du côté de l'offre, ça s'accélère aussi. J'en cite deux que je trouve particulièrement intéressantes. Alors l'ADEME, le projet ACT, puisque l'ADEME est aussi partenaire de cette webconférence, et donc c'est la volonté, c'est un projet partenarial entre le CDP, Emmanuel l'a cité. Le CDP est une des principales organisations fournisseuses de données carbone primaires des entreprises, et aujourd'hui il y a un projet avec l'ADEME qui s'appelle le projet ACT, qui vise en fait à dépasser cette notion d'empreinte carbone et d'émissions pour pouvoir juger à travers des questionnaires si les entreprises sont dans la bonne voie de réduction et sont dans une voie qui va les amener, qui va amener tout le monde, je dirais, à un horizon de limitation à 2 degrés du réchauffement climatique. Donc c'est un projet assez ambitieux, qui est un projet de recherche et d'expérimentation sur lequel l'ADEME travaille, et qui est un projet, je pense, important. Et puis, il y a tout un tas de projets, là j'en ai cité un, mais qui me semble aussi important, qui est le projet SEI, Sustainable Energy Investment, qui est un programme financé par l'Europe, H2020, et qui est coordonné par Second Degree Investing, qui est une ONG française assez active, ONG think tank dans le domaine de l'investissement et du carbone, et qui a vocation à définir toute une série de batteries de nouveaux indicateurs que on peut appeler advanced indicateurs, qui sont, je dirais, au-delà de l'empreinte carbone normale, et notamment de fournir des indicateurs qui vont permettre aux investisseurs de s'assurer que leur portefeuille d'investissement est bien compatible avec une stratégie de degrés. Donc c'est un programme sur plusieurs années, mais qui est financé par l'Europe et dont les résultats seront publics. Donc c'est aussi une plateforme
et en termes de méthodologie, en termes d'indicateurs, qui sera mis à disposition de tous, y compris des bureaux d'études évidemment. Et donc c'est aussi de la matière qui va arriver, de la matière plus intelligente qui va arriver pour travailler ce sujet. Et puis enfin, pour guider les investisseurs, il y a tout un tas de guides et de guidelines qui sont en cours d'élaboration. Il y a là aussi, à tout seigneur, tout honneur, un guide auquel l'ADEME a participé, un guide sectoriel sur le secteur financier qui a été publié il y a 1 an. Mais il y a aussi des rapports qui sont là pour justement expliquer aux investisseurs, dans tout ce foisonnement de méthodes, essayer un peu de les guider et qu'ils sachent un peu comment faire, sachant que le sujet est relativement nouveau finalement pour ce secteur financier. En France, l'article loi Grenelle a fait que les entreprises sont devenues relativement matures sur ce sujet. Les investisseurs ne le sont pas encore, ils sont en train de le devenir, et donc voilà, il y a toute une activité autour de ça. Je passe la parole à oui. ouais. Donc comme tu disais, je pense que là en France on est passé par la loi, alors que peut-être dans les autres pays anglo-saxons on est plus dans l'initiative, enfin ou tout du moins les recommandations ou les guidelines. Moi je trouve que la France n'a pas à rougir. Je pense qu'on est en matière de prise en compte de ces enjeux extra-financiers, environnementaux ou climatiques assez en avance par rapport à d'autres pays. L'article 173 dont on va parler maintenant, et je vais un peu détailler, a fait l'objet quand même de propos presque admiratifs, enfin peut-être pas admiratifs parce que ce sont nos amis anglais et qu'il y a toujours une réserve de ce qui vient de France, mais même le gouverneur de la Banque d'Angleterre, tu en parlais, a dit que c'était cet article-là, on devait s'en inspirer, l'Europe aussi, la Suède. Donc il faut savoir que là-dessus on a pris une avance. Je pense que les investisseurs, il y a eu beaucoup de lobbying pour que cet article n'aboutisse pas, il faut être sincère, puisque c'est la première fois dans la chaîne de valeur de la finance que les détenteurs d'actifs qui n'étaient pas concernés par la loi Grenelle 2, qui concernait les sociétés de gestion, je reviens au vocable de tout à l'heure, donc asset owner et asset manager. Donc là, les asset owners doivent prendre en compte ce risque-là. Et ça va avoir un effet multiplicateur énorme, parce que l'asset owner, c'est aujourd'hui celui qui représente des sommes colossales et qui va donc flécher et influencer le comportement des gérants. Et voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'article 173, et je dois le spécifier, il n'est pas dans le slide, ce n'est pas une obligation. C'est bien, on est dans une approche comply or explain. Donc on ne peut pas dire qu'il y a, à travers l'article 173, vous devez absolument faire une empreinte carbone de tous vos actifs. C'est faux. Il faudrait expliquer pourquoi on ne le fait pas, c'est une possibilité, voilà. Mais l'objet, l'esprit de la loi, c'est bien d'encourager deux choses. Comply or explain, c'est obéissez, pour nos amis qui sont peut-être pas anglophones, obéissez ou expliquez pourquoi vous ne le faites pas. Voilà, exactement. Ok, donc deux volets dans cet article 173, c'est dire comment chaque investisseur doit dire comment il prend en compte le risque E, S et G, environnemental, social et gouvernance, dans sa politique d'investissement. Et le deuxième qui nous intéresse plus ce matin, c'est comment vous, en tant qu'investisseur, vous allez contribuer à la transition énergétique et écologique. Et ça s'applique à sociétés de gestion, investisseurs institutionnels et les banques, et les entreprises en fait. Bon, il faut savoir qu'il faut, l'ensemble des investisseurs ne sont pas encore tous au courant, mais il va falloir qu'ils, s'ils veulent être en lien, s'ils veulent être compliant justement avec la loi, il faut d'ici le 31 décembre 2016, ils puissent produire un rapport, sur l'exercice clos au 31 décembre 2016. Voilà, ce slide-là, c'est vous parler, c'est aborder la loi, et on viendra dans les slides d'après sur le décret, donc la loi d'août 2015, qui est ambitieuse, qui est une loi ambitieuse pour des institutionnels. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une obligation de transparence, une obligation de rendre compte. Ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que les investisseurs vont devoir dire comment
ils contribuent à la transition énergétique. Ils vont devoir le dire sur leur site internet et ils vont devoir le dire aussi à travers un rapport annuel. La deuxième chose que dit la loi, et c'est la première fois que cela apparaît aussi dans un texte de loi, c'est de dire que le risque environnemental, le risque climat, va avoir un impact, un risque financier. C'est-à-dire qu'on associe la première fois risque environnemental avec impact financier. Donc, cette notion-là nouvelle, c'est important parce qu'on touche à la matérialité là, on touche au risque physique climat, mais qui va se traduire en perte ou profit, mais perte potentielle financière. Deux notions, c'est le carré du bas de ce slide là, qui sont un peu floues, je dirais, dans la loi, et on verra que c'est un petit peu éclairci ensuite avec le décret. On a les investisseurs doivent dire comment ils sont exposés aux risques climatiques, voilà, et on leur dit, et on associe cela avec l'empreinte carbone, même si on ne comprend pas encore, enfin la loi n'explique pas le lien, hein, mais ils disent ce serait bien aussi d'expliquer, enfin d'avoir une empreinte carbone de vos actifs, mais bon, le lien avec le risque climat n'est pas évident. Et puis on leur demande comment vous allez contribuer aux objectifs du 2 degrés. Et là aussi, c'était extrêmement large et flou. Donc on peut dire, pour résumer, une loi ambitieuse, au contour pas très clair, mais avec un décret qui a permis un petit peu de mieux cerner ce qu'il fallait mettre en œuvre dans les 12 mois qui viennent. Donc le décret qui est paru il y a juste 3 mois, 29 décembre 2015, hein, donc c'est vraiment tout frais, et qui a spécifié, donc vous voyez sur le carré de droite en haut, d'abord il aborde la notion de risque différencié, hein, que ce soit c'est quel est l'impact du changement climatique en ce qui concerne vos actifs. Voilà. En quoi ils vont être affectés sur le plan physique, hein, en quoi une sécheresse, une tornade, va impacter les actifs que vous détenez. Voilà. Et comment vous allez faire pour atténuer, et dans le temps, le risque climat. Voilà. Donc il y a deux choses auxquelles vont devoir répondre les institutions. Ouais. Et pour compléter, en fait, c'est sur ce deuxième risque qui est le risque de transition. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a une transition vers une économie bas carbone qui est planifiée par les États notamment, qui induit un certain nombre de risques qui ne sont pas seulement climatiques dans le sens tornade, etc., mais qui peuvent être l'augmentation des coûts d'énergie, oui, l'impact carbone, etc., des comportements différents des acteurs. Et est-ce que eux ont bien saisi ce risque de transition, et comment effectivement ils peuvent le réduire, quoi. Moi, je pense, alors c'est important ce que tu dis, parce que cette première partie, elle n'est pas encore aujourd'hui du tout acquise dans l'esprit des institutionnels. La deuxième précision qui est apportée par le décret de cette loi, c'est qu'il demande d'apprécier à chacun la manière dont ils vont contribuer donc à la limitation du réchauffement climatique à 2 degrés. Là, il n'y a pas de précision, si ce n'est une liste qui est que vous avez mise en bas, le carré de bas à gauche de ce slide, si ce n'est une liste d'initiatives, d'actions que pourrait lister un institutionnel pour réduire son risque climat. Donc on voit des choses très différentes, très variées. Il ne donne pas, donc le décret, et d'ailleurs ça aurait été impossible, ne pouvait pas donner une méthode universelle sur la manière d'atteindre les objectifs de degrés. Ça va dépendre de l'exposition de chaque institutionnel à des typologies d'actifs très différents, qu'on soit détenteur d'une action cotée ou d'un actif immobilier ou d'une infrastructure ou d'une petite entreprise non cotée en région. Ce n'est pas du tout pareil. Donc il fallait. C'est un point important que tu fais, c'est qu'on pense souvent, et puis peut-être là aussi dans le monde de la PCC aussi, aux entreprises, parce que nous on travaille beaucoup sur les bilans carbone des entreprises ou des territoires et des collectivités. En fait, un investisseur a des classes d'actifs très différentes. Là, par action, sur lequel on pense naturellement,
peut ne représenter que 10, 15, 20%, voire moins, en fait, hein, des actifs investis. Donc, en fait, autant on aurait pu peut-être dire des choses plus précises déjà sur les actions, autant qu'on parle d'investissement dans les infrastructures, investissement dans les États, les méthodes ne sont pas encore là, et même sur les actions, il y a plusieurs méthodes qui existent, donc c'était pas possible, et là ça a été, je pense, une bataille aussi de lobbying pour dire jusqu'où on va dans la manière d'être précis, et clairement, il y avait une conférence de l'IRCANTEC la semaine dernière, où il y avait le président de la Caisse des dépôts et puis aussi le président de l'IRCANTEC qui disait « Nous, ça nous va bien parce que le cadre est flou, et il laisse place à l'expérimentation. Et c'est vous, les acteurs privés, qui allez, dans les 2-3 années à venir, développer les méthodologies qui vont faire qu'après, on pourra être plus précis. Mais là, c'était impossible d'être plus précis à ce stade. Alors que certains auraient bien aimé qu'on leur dise de manière très simple comment faire. Et puis, certains aussi qui avaient développé des méthodologies très particulières aimaient aussi dire que leur méthodo soit dans le décret. Tout à fait. Donc là, je dirais, pour chaque membre de la PCC, c'est ce qu'il faut retenir, il n'y a qu'une approche sur mesure. Donc il n'y a qu'un accompagnement, j'allais dire, pour chaque investisseur institutionnel. Donc là, on vous lit juste quelques idées que le décret mentionne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites en tant qu'investisseur pour tenir compte du prix des ressources naturelles, ou que ce soit qu'est-ce que vous faites en matière d'investissement dans des fonds thématiques, dans des fonds verts, dans des voilà, et qu'est-ce que vous faites pour mesurer. Alors tout le monde a résumé cet article 173, il faut le savoir, c'est ce qui se dit à l'extérieur. L'article 173, c'est mesurer l'empreinte carbone de mes fonds, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est en effet, c'est une option, mais ce n'est pas que ça. Voilà ce qu'il faut. Ok. Écoute, merci Emmanuel pour ce décryptage, parce qu'effectivement, hein, c'est toujours très compliqué à lire les décrets, et celui-là particulièrement, je dirais, par rapport à d'autres auxquels on a l'habitude, l'article 75 ou autre était beaucoup plus simple. Du coup, on vous laisse poser, peut-être avoir un temps de questions-réponses. Donc on vous laisse poser vos questions. Hein. On a peut-être Emeline, tu peux dire peut-être comment ça se passe pour qu'on puisse. On a un temps peut-être de 10 minutes pour répondre aux différentes questions sur ce sujet. Voilà, vous avez un encart sur la droite pour poser vos questions à Guillaume et Emmanuel. On en a déjà une première, Guillaume, je ne sais pas si tu la vois, ou est-ce que tu... Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait, c'était pour en initier plus. Donc effectivement, pour l'instant, ça ne concerne que les investisseurs. Donc je dirais, a priori, oui, hein, c'est ça le... attendez, là je vais répondre. L'article 173 s'applique à tous les acteurs. La loi parle bien de, on adresse, il y a plusieurs, c'est un article assez long, hein, mais ça concerne les banques, ça concerne les investisseurs institutionnels, ça concerne les sociétés de gestion, mais ça concerne aussi les entreprises. Oui, dans la mesure où elles devront publier les informations qui permettront de faire ça. Tout à fait. Donc je dirais que l'ensemble des acteurs sont concernés, c'est pas uniquement les investisseurs institutionnels que sont les compagnies d'assurance, mutuelles ou caisses de retraite. Alors on a une question intéressante sur quel impact pour une banque régionale. Alors moi je pense que dans ce qui va se passer au niveau des banques régionales ou nationales, je pense qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur qu'est-ce que ça veut dire, mettre en place une approche de transition énergétique pour ma banque en région. Ça va être, à mon avis, deux choses. C'est comment je vais mesurer mon activité en termes d'impact. C'est-à-dire pour cela, il va falloir mesurer, en effet, mesurer le risque environnemental des actifs que détient la banque en région. Et puis, ça va être aussi mieux prendre en compte, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur qui va poser la question, mais mieux prendre en compte ce risque-là lorsqu'on va octroyer un crédit. C'est un exemple, je l'illustre parce que je sais que certaines banques régionales travaillent là-dessus. Mieux prendre le risque ESG, hein, je ne parle pas de juste climat, hein, mais donc pour répondre à votre question, c'est deux choses. C'est un, quel est mon impact
climat. Alors on peut le simplifier en disant quel est mon impact en termes d'émissions de CO2 sur les actifs que détient la banque régionale. C'est la première chose que je vous dis. Et la deuxième, c'est dans le métier d'octroyeur d'octroi de crédit ou d'investissement, comment je prends en compte en amont, c'est-à-dire au moment de la transaction, le risque environnemental des entreprises, enfin des clients que je finance. Voilà. Alors, effectivement, par rapport à la question, c'est la question un petit peu suivante, c'est-à-dire qu'en fait, la question qui concerne sur les entreprises listées, en fait, qui est possible, c'est-à-dire qu'effectivement, le décret, autant la loi s'appliquait à tous les acteurs, autant le décret ne s'applique qu'à l'activité d'investissement à différents niveaux, banque, on a dit, etc. Donc effectivement, on a quand même un petit souci dans la mesure où cette loi, évidemment, n'oblige pas une entreprise américaine dans laquelle est investi un investisseur français, qui lui est soumis au décret, à publier toute une sorte d'informations. Donc on a bien quand même un souci qui n'est pas limité du coup et que la loi française ne peut pas régler, c'est comment l'investisseur peut prendre en compte toutes ces informations du risque climatique, alors que certaines entreprises, qu'elles soient en France ou ailleurs, ne publieront pas forcément l'ensemble des informations qui seront nécessaires pour ça. Donc c'est clair qu'il y a quand même un sujet, et c'est là justement que se développent des initiatives privées ou autres pour pallier en fait cette asymétrie d'information. Alors d'une part, on peut imaginer qu'il y a un effet, les anglo-saxons se diraient qu'il y a les entreprises, si elles veulent justement être achetées, etc., ont tout intérêt à publier ces informations, donc ça c'est l'effet d'entraînement vertueux, a priori, mais par ailleurs, pour pallier à l'instant T, c'est-à-dire en 2016, en 2017, cet effet vertueux il va prendre quand même quelques années, comment on fait pour faire, alors qu'il n'y a que X% des entreprises qui publient des informations qui permettent. Donc c'est là qu'il y a aussi un rôle d'intermédiaire des entreprises privées, bureaux d'études, analystes, pour en fait, à partir des informations disponibles, faire le pont et avoir une vision sur le risque climatique. Oui. Non, tout à fait. Moi, je vois déjà l'impact. Equifinance, nous on suit notamment pas mal de PME, ETI en matière de risque ESG. Et c'est cette année où on incite ces petites entreprises et moyennes à rendre compte et à commencer à mesurer leur consommation énergétique et à les transformer en tonnes de CO2, parce que je leur rappelle que les investisseurs aujourd'hui enfin sociétés de gestion et investisseurs vont être demandeurs. Donc il va y avoir un effet d'entraînement un petit peu long, mais il est enclenché. Donc aujourd'hui, je pense que toute entreprise, cotée ou pas, va devoir se mettre en ordre de marche déjà collecter la donnée, ce qui n'est pas évident pour les plus petites entreprises. D'accord. Alors il y a encore pas mal de questions. Alors ce qui est clair, c'est qu'on ne pourra pas toutes les traiter pour respecter un peu le timing de cette webconf. Je vais en prendre encore une là, qui est listée. Et puis par contre, par ailleurs, on s'engage à vous faire un petit mail à chacune des personnes pour vous répondre personnellement et voir si vous voulez qu'on en discute par téléphone, il n'y a pas de souci. Sur chacun des points suite à la webconf. Je vais juste prendre la question sur les banques qui devront évaluer l'impact carbone de leur crédit, pardon. Donc ça c'est un autre pan, c'est pas de l'investissement, cette fois-ci c'est les activités de prêt. Donc en tant que tel, ça fait pas partie du décret d'application, si tu me... Non, mais je pense, donc je fais le lien avec la question précédente, puisqu'on reparle des banques. Les banques vont, c'est pas je le sens, c'est que je sais, pas mal de banques sont désormais en route pour prendre en compte le risque ESG dans leur activité qui sont de prêt et de financement. Et ça veut dire deux choses. Je vais grossir le trait, j'aimerais pas que mes propos soient déformés ou relatés trop à l'extérieur. C'est enregistré. Donc, oui, d'accord. Je dirais que ça va se traduire par deux choses. Un, il y aura des entreprises avec une performance ESG élevée,
Alors, donc on demandera aux entreprises de répondre à un questionnaire ESG et il y aura celles qui seront très bien notées et à qui, je pense, des produits, il y aura des opportunités pour les banques de proposer des produits avec des taux bonifiés ou avec des thématiques vertes ou avec des thématiques socialement responsables. Voilà, ce sera opportunité. Et les entreprises clientes de ces banques qui auront une mauvaise note ESG et qui seront donc un signal de risque supplémentaire pour la banque et donc peut-être que la banque, je me projette là, ça n'implique que ma personne. Et peut-être que la banque demandera un taux plus élevé pour ces entreprises qui représenteraient un risque environnemental ou un risque environnemental, social de gouvernance plus élevé. Ok. Ben, merci Emmanuel. Alors, je propose qu'on passe à la suite encore une fois. Il y a des questions qu'on répondra dans la deuxième partie de la présentation et puis on reviendra vers chacun d'entre vous sur les points. Il y a juste un point qui est très simple. Le monde de l'assurance est-il concerné par ces dispositions? Oui, tout à fait. En tant qu'investisseur institutionnel, comme c'est rappelé là sur le transparent, les compagnies d'assurance, les de réassurance, les mutuelles, etc., sur leur activité d'investissement sont soumis à ce décret. Voilà, donc encore une fois, vos questions ne sont pas oubliées, mais on va avancer pour tenir les délais. Alors,